Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On va aller rejoindre un des pionniers, un des spécialistes de tous les gizmos électroniques qui sont apparus avec les iPhones et les iPads. On va parler avec Bruno Guglielminetti, qui est animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour, vraiment un pionnier des technologies. On a pensé à vous ce matin en voyant deux articles. Celui d'aujourd'hui sur le pouvoir de Meta qui aurait réussi à faire descendre la visibilité de certains comptes Instagram. Comment est-ce premièrement, est-ce que ça se peut? Et deuxièmement, est-ce légitime? Oui et oui. OK, on vous écoute. Oui, c'est possible parce que tout ça est réglé ou tout ça peut se faire en utilisant les algorithmes. Hein. C'est l'intelligence artificielle, là, mais c'est le nom qu'on utilisait auparavant. Et donc, essentiellement, on demande à des logiciels qui gèrent les priorités d'affichage, d'éviter de présenter telle ou telle thématique, tel ou tel mot. Et à partir de là, ça peut se faire. Ça peut se faire sur des comptes ciblés, mais ça peut se faire aussi dans l'ensemble du réseau. Et particulièrement dans cette histoire-là dont on parle, on s'intéressait à Instagram là, dans l'enquête qui a été faite. Et c'est important de dire que dès le départ, Instagram, la direction d'Instagram a toujours dit que c'était pas là pour parler d'actualité, c'était là pour parler d'autre chose. Quoique l'actualité, c'est large, là, mais particulièrement pas de politique. Et c'est comme si on avait redoublé de moyens et d'effectifs pour s'assurer que Instagram, c'est pas l'endroit. Quand il y a quelques mois, il y a presque un an maintenant, Threads est sorti. Et encore là, quand on a sorti Threads, qui est un peu comme le petit cousin d'Instagram, on a dit, c'est un réseau, oui, il y a des similarités avec X, avec Twitter, mais c'est un endroit où on ne parlera pas de politique, évidemment parce qu'ils voyaient la campagne présidentielle arriver à grands pas. Alors, ils ont dit, ni l'un ni l'autre va servir à faire de la politique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont comme resserré les règles et que les algorithmes sont mis à donner moins de priorité à tout ce qui était à teneur politique et certaines questions sociales qui deviennent des questions politiques. Et donc, ça, c'est disparu. Sauf que dans les deux cas, et sur Instagram et sur Threads, si vous spécifiez, quand vous allez dans les paramètres et vous spécifiez que vous désirez tout de même recevoir de l'information politique ou de voir, ben là, ce qui va arriver, c'est que vous allez le voir. Mais entre-temps, donc, dans les faits, pour l'utilisation, pour l'expérience d'utilisation d'un utilisateur, si vous vous abonnez à un compte politique, vous allez voir les publications de ce compte-là. Oui. Et si vous n'êtes pas abonné à ce compte-là, ben là, ces publications-là, si vous dites pas que vous êtes intéressé par la politique, vous avez peu de chances de les voir. OK. Alors, pour plusieurs, ça peut être perçu comme une gestion de l'environnement, moins de pollution politique. Moi, je suis d'avis que la politique, c'est bien important, mais il y a des gens qui font, ben non, moi, j'aime mieux avoir d'autres sujets que ça. Donc, mais pourquoi est-ce que les politiques progressistes seraient particulièrement visées? C'est ce qui est évoqué dans l'article ici. Ouais. Ben, dans l'article, ça parle d'une étude qui, cette année, s'est intéressé justement au compte Instagram qu'on dit progressiste là, ça a à voir de mémoire là, ils ont regardé le compte de Hillary Clinton, ils ont évalué aussi des comptes qui ont à voir avec la communauté LGBT+, et donc à partir de ce moment-là, bien évidemment, c'est les comptes qu'ils ont intéressés, mais probablement que s'ils avaient fait la même étude avec des comptes, quoi qu'on en retrouve moins là, de droite ou d'extrême droite, sur Instagram, ben probablement qu'ils auraient vu la même chose. Mais c'est vraiment que du côté d'Instagram et du côté de Threads, on a voulu s'assurer de diminuer la température, justement pour s'éviter d'avoir des longues discussions. Monsieur Guglielminetti, vous me rassurez donc, c'est pas que Meta gère particulièrement ou limite particulièrement la parole aux comptes progressistes. C'est que l'étude dévoile que les progressistes ont perdu beaucoup de terrain, mais peut-être que leur équivalent à l'autre côté du spectre sont autant atteints par les politiques en question. Selon l'information que j'ai, par rapport à cette étude-là et par rapport à d'autres études que j'ai vues dans les mois passés, c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Et c'était prévisible et c'était annoncé
par les gens de Meta. Sauf que c'est un peu comme l'an dernier quand Meta a dit, nous, on va arrêter l'information sur Facebook, là, au Canada. Nous, on va arrêter. Nous, on va arrêter. Ben oui, ils disaient qu'ils arrêteraient. Quand ils ont arrêté, on a vu la différence. Tout à fait. On peut quand même questionner. C'est-à-dire que c'est un peu... Tout à fait. Tout à fait. Mais dites-moi, dans le monde, parce que moi, je l'ai vécu ça quand j'étais là-bas à Ottawa, il y a comme une espèce de fascination, puis vous êtes probablement un des plus concernés parce que je vais évoquer une fascination pour cette évolution technologique qu'on ne veut pas freiner et que dès qu'il y a une question d'éthique, par exemple, une question de réglementation, il y a beaucoup de gens, comme Michael Geist, que vous connaissez sûrement, qui tout de suite là, poussent les hauts cris parce qu'on semble vouloir un peu comme freiner le progrès, pas dans le sens de progressisme, le progrès technologique. Est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il y a une un côté un peu rébarbatif chez certaines personnes à avoir quoi que ce soit d'intervention dans ce que les grands prêtres de la technologie nous apportent? Ben, c'est qu'il y a comme deux réalités. Hein. Il y a la réalité basse-part mercantile, qui est celle de l'industrie des technologies, du numérique. Écoutez, les Meta, Google, Microsoft et Apple sont pas là pour nos beaux yeux, sont pas là pour nous rendre la vie plus facile, sont là pour développer des produits qu'ils vont vendre, qui vont rendre heureux leurs actionnaires. Et donc, dans ce contexte-là, eux, c'est de tout. Et j'inclus tout le dossier de l'intelligence artificielle qui est développé et qui vient de bouleverser notre monde. Tout ça est développé d'un point de vue mercantile. Alors évidemment, tant que ça fait notre bonheur, c'est beau, mais à un moment donné, comme vous le disiez, ça soulève dans certains cas, à certains moments de l'évolution, des questions d'éthique, des questions sociales. Et c'est pas ces compagnies-là qui vont se les poser cette question-là. D'ailleurs, la plupart des grands joueurs, c'est assez amusant là, parce qu'il y a un an, on soulignait que la plupart des grands joueurs avaient des comités qui allaient vérifier l'éthique et les bonnes pratiques au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. La plupart des gros joueurs maintenant ont tous évacué ou ont mis à la porte ces services-là. Je crois que c'était trop compliqué, ça soulevait trop de questions à l'interne. Ils ont mis à la porte des services de gestion de l'éthique et tout ça? C'est les spécialistes qui étaient là pour se poser des questions. Probablement qu'on n'aimait pas nécessairement les questions qui étaient soulevées. Et on s'est dit, de toute façon, le gouvernement va nous poser des questions. Alors, on va attendre que les gouvernements, un peu partout sur la planète, soulèvent ces questions-là. Et donc, c'est ça. Alors, pour en revenir à votre question, l'industrie, elle, avance très rapidement, parce que c'est une question de dollars. Et puis de l'autre côté, les gouvernements, les groupes de pression, j'allais dire la société pensante, les intellectuels, les académiques, eux qui ont plus un regard critique par rapport au développement du numérique, de la technologie, ces gens-là posent des questions. Et à un moment donné, le plus bel exemple, ça a été, il y a presque 1 an et demi maintenant, ça a été Yoshua Bengio, les 1000 signataires de la fameuse lettre qui demandait un moratoire de 6 mois pour le développement d'une intelligence artificielle plus importante. Si ça, évidemment, il n'y a pas eu de moratoire et il n'y a pas eu d'arrêt, mais si ça n'était que de ce geste-là, ça a provoqué un effet boule de neige. Et là, le gouvernement du Canada s'est penché sur la question. Il y a une loi qui s'en vient. Le gouvernement du Québec s'est penché sur la question. Là, je regarde juste de chez nous. Mais en Europe, ils ont déjà passé une loi, puis les Nations unies ont déjà travaillé sur un document, puis un encadrement au niveau de l'ensemble des pays. Mais ça sert à ça. Donc, d'un côté, il y a la réalité entrepreneuriale, si vous voulez, mais de l'autre côté, c'est important qu'il y ait des gens qui regardent oui, mais c'est quoi l'impact de ces technologies-là sur nos vies, sur nos sociétés, sur même la démocratie, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben oui, parce que tout le monde a une autre vie que ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Vous achetez pas vos bananes par Internet. Vous allez peut-être aller à l'épicerie à côté, même si vous êtes un grand spécialiste. Oui, je sais, mais quand même. Alors, mais il y a vraiment, j'ai senti chez les législateurs une forme de, nous, on veut être à la mode, on veut pas nuire au progrès. Ceci dit, parlant de progrès, progressiste conservateur, je voulais vous poser une question relativement au fameux compte Twitter qui émanait de Pierre Poilievre. Comment on arrive à est-ce que ça se peut, êtes-vous capable de démêler au niveau technologique ce qui, d'après vous, s'est passé? Ouais. Ça, c'est cyclique, hein. On les voit arriver à certains moments quand on sent que des campagnes électorales s'en viennent. Et puis c'est vrai au Canada, mais c'est vrai partout sur la planète. Essentiellement, ce dont on parle, là, il y a eu la création là, presque une centaine de comptes sur X qui sont arrivés et qui, du jour au lendemain, ont tous dit, après un événement du Parti conservateur fédéral, nous y étions, évidemment, à la première personne, là, j'y étais, c'était merveilleux, c'était formidable.
Sauf que le problème, c'est qu'ils disaient tous la même chose, tous le disaient de la même façon. Et quand on était curieux et qu'on remontait à savoir, mais c'est qui cette personne-là, ben, on se rendait compte que les gens venaient de partout sur la planète. Alors, il y avait peu de gens qui étaient Ils n'avaient pas caché leurs origines géographiques. Pas du Ben, tout. c'est d'une candeur grotesque. Oui, ben c'est ça. Et ça a été un travail d'amateur, on s'entend, parce que l'équivalent se fait déjà depuis longtemps par des gouvernements étrangers ou des partis politiques ou des groupes de pression qui, eux, vont organiser. Puis de temps en temps, c'est même arrivé dans l'histoire, mais ça, on en parle moins parce que c'est un peu gênant, que ce soit même les partis politiques eux-mêmes qui l'aient fait, mais c'est des pratiques qui sont condamnées. Alors, évidemment, on va trouver des groupes sympathisants qui vont faire la job, mais normalement, on le fait de façon plus professionnelle. Ça, c'est une opération, une mission d'amateur, là. Un sympathisant qui a voulu faire un bon effort, mais finalement, la bulle a pété et ça a fait mal paraître le Parti conservateur fédéral. Absolument. Ben écoutez, M. Guglielminetti, j'ai eu de la misère cette fois-ci. J'ai toujours bien dit votre nom, Guglielminetti. Merci beaucoup pour ces lumières. Puis honnêtement, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi? Parce que là, l'intelligence artificielle, là, tout le monde est surpris, même les coiffeuses. Hein? On a vu ça dans le journal. Les gens arrivent avec des photos irréalistes. Je veux cette coupe de cheveux-là, puis c'est comme ça se peut pas. Le cheveu, ils l'ont coupé par en haut, puis il tient encore, genre. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le prochain? Parce que moi, personnellement, ce qui m'a frappé, bouleversé, c'est de voir que sous peu, on va nous offrir un lecteur ou une lectrice de nouvelles qui va nous lire des nouvelles sur nos champs d'intérêt habituels. Ouais. C'est tout ça qui s'en vient? Je vous dirais que ça, c'est déjà en discussion. Il y a déjà des entreprises, je parlais avec des éditeurs en Europe qui sont en train de travailler sur, et à partir d'un même média, vous allez choisir quel type d'information vous intéresse, mais au niveau idéologique. Êtes-vous plus à droite, plus à gauche? Est-ce que vous êtes plus conservateur, libéral, NPD? Puis à partir de ce moment-là, on va vous servir la même information, mais avec une lecture différente. Incroyable. Un peu comme on connaît dans la presse peu au Canada, là, mais beaucoup à l'étranger, où on s'abonne à un journal parce qu'on aime l'idéologie et on est toujours en train d'écrire le même événement, mais il y a deux visions différentes qui s'affrontent. Bruno Guglielminetti, vous êtes animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci beaucoup pour ces informations. Bonne journée. Au revoir.